Donc ça, c'est de quelle année, votre maquette du En tableau, là? quelle année je fais faire ça? Je fais faire ça vers 85 par là. Ah ouais, ah, ça date un petit peu. Enfin, c'est... Non, ça fait jamais que 40 ans. Oui, oui. Oui, c'est ça, j'avais pas 45 ans quand j'ai fait faire ça. Oui. Et d'où vient cette passion pour les chouans? Vous avez découvert ça comment, en fait? Ah, la chouannerie, comment j'ai découvert? Ah, c'est-à-dire que mes premiers souvenirs sont des souvenirs de mon enfance, parce que ma mère me chantait assez souvent Prends ton fusil Grégoire quand j'étais enfant. Et ça m'avait marqué, mais que je comprenne tout ce qui se cachait derrière cette chanson. En fait, ma mère l'avait appris parce que son père, médecin à Berqueville et Berque-Plage, était un monarchiste et avait bien connu Maurras quand il avait été venu vers 1900 faire ses études de médecin à Paris. Donc il y avait du côté de ma mère une tradition bonapartiste avant, sous Napoléon III, et puis à nouveau royaliste avant pendant la période du début du siècle jusqu'à la guerre de 14, Mhm. où mon grand-père a été médecin de tranchée et sa mauvaise santé, puisqu'il s'était engagé volontaire, a fait qu'il est décédé dans les 10 ans qui ont suivi la guerre. Ouais, donc il y avait un terrain propice à ce que vous deveniez vous-même un passionné Oui, de oui, cette il y avait histoire. donc un élément de ce côté-là propice à une. Attendez, je vous mets du thé. Ah oui, volontiers. Il n'empêche que plus tard, si vous voulez, Merci. j'ai eu une vraie conversion à la question française qui m'a redonné le goût du combat au chouan. Ouais. Oui, ce que je peux ajouter sur mon grand-père, François Fontaine, oui, c'est que j'ai pris comme pseudonyme quand j'ai dirigé les étudiants d'Action française dans les années 56-59, son nom de famille, Fontaine, comment dirais-je, que j'utilise encore maintenant, parfois pour parler sur Radio Courtoisie. Et puis même, vous avez écrit votre livre. Le livre que j'ai écrit, c'est non sous Nicolas, c'est mon vrai nom. Ah oui, c'était vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est Oui. sous Nicolas. Et vous avez votre tasse là. Ah merci. Si vous voulez du sucre, Oh, ça l'infuseur. ira, ouais, ça va aller. Et ah oui, d'ailleurs, ouais, vous êtes pas caché en fait à ce niveau-là. Vous avez écrit votre bouquin Ah oui, oui, oui. Guerre contre-révolutionnaire. Oui, 200 ans de guerre révolutionnaire, Ah oui. oui, c'est ça, 200 ans de guerre révolutionnaire. Oui, qui est une sorte de manuel de, pour le combat anticommuniste, anti. Ouais. Mais je l'ai pas fini d'ailleurs, même. Je suis... Vous l'avez parcouru, Non, ça? je me suis arrêté au tableau que vous faites. Ah oui, le tableau sur la logomachie révolutionnaire. Ouais. Comment, oui, l'agitation du vocabulaire et la connotation verbale. Parce qu'on voit un système qu'on voit produit là constamment. C'est. Non, non, c'est très bien fait. C'est-à-dire que oui, les gens sérieux ont jugé que c'était un des 5 meilleurs ouvrages contre le communisme.
J'ai d'ailleurs, enfin, j'ai tout un pressbook de tous les articles qui ont paru à l'époque, évidemment, éliminés totalement des grands médias. Hein. Mais dans tous la petite sphère contre-révolutionnaire et autres, ça a été jugé comme étant un des meilleurs écrits sur le sujet. Ce qui a été reconnu à l'époque, mais oublié après. C'est-à-dire pendant les 5 ou 10 ans qui ont suivi l'apparition du bouquin. Il a eu une certaine expansion. Vous avez peut-être le mettre là-bas. Ouais. Ouais, vous en avez vendu quelques-uns quand même? Oui, il était tiré à 3000, puis maintenant il en reste quelques centaines. Il y a eu 200 de volets. Thiers. Ouais, c'est les éditions Thiers, non? Ouais, c'est quoi? C'est l'histoire de la Révolution. Ah ouais. Il y a Taine, celle de Taine à côté. Non, rien à voir avec Adolphe Thiers. Si. Ah ouais? Taine, non, pas Thiers, Taine. Ah non, là c'est marqué Thiers. Oui, Thiers, oui, il y a l'histoire. Il y a l'histoire de la Révolution de Thiers, et à côté, les bouquins sur la droite, ce nom relié. Non. Ah, ceux-là. Oui, ceux-là, c'est celle beaucoup plus intéressante et beaucoup plus valable, celle faite par Taine, historien. Je maîtrise pas le sujet, donc. Taine. C'est-à-dire qu'on peut. Je ne connais pas. Ouais, voilà. Une sacrée bibliothèque quand même. Il y en a partout. Il y en a partout. Oui, encore, on en a retiré pas mal. Ah, ça, c'est tout ce que j'ai. Comme j'ai beaucoup travaillé contre le KGB. KGB et le GRU, j'ai donc acheté souvent des bouquins pour me tenir au courant de ce qui se passait. Ah bah ouais. Ah, ça, c'est mon département natal. C'est moi qui les ai aquarellés. Les gravures. Ça, c'était votre premier achat avec votre première bourse. Le tableau, là. Oh non, le tableau, je l'ai acheté. J'ai acheté au début quand j'ai été notaire. Hein. Ah oui, c'était au début de votre carrière de notaire. Ma carrière de notaire. Il était dans l'entrée de mon étude. Et comment il s'appelle là, Pesé, il connaissait bien le peintre. Ah oui. Parce qu'une fois, quand il est rentré la première fois chez moi, il a regardé, il a dit, oh ça c'est de Span. J'ai dit, oui, comment vous savez ça? Il dit, oh, je l'ai bien connu dans ma jeunesse. Ouais. Vous avez jamais écrit sur... Moi, je parle toujours de ça, mais... la chouannerie, tout ça. Non, vous avez jamais... Non, là-dessus, malheureusement, non, j'ai pas... Je pensais, si vous voulez, faire, dans la suite de mon bouquin, faire une suite où j'aurais expliqué les bases du combat contre-révolutionnaire, enfin, la façon de le mener, et puis j'ai eu tellement d'ennuis que je me suis un peu dispersé, pour pas dire beaucoup, et puis ce sont des écrits, si vous voulez, pour les faire paraître, il faut les financer soi-même, parce que comme toutes les gens trouvent que ça ne fait que des tirages limités, et les éditeurs ne veulent pas prendre sur leur propre finance le fil de leur édition. Ouais. Donc il faut arriver à se débrouiller pour faire paraître autrement. Mais c'est vrai que votre livre, moi quand je dis les premières pages, ce qui est saisissant, c'est la manière dont vous expliquez le,
la prise en compte du modèle révolutionnaire français de la Français, part de des part de certains. Cubains, des Oui, Chinois, de Mao Tse-tung et de Fidel Castro. oui, oui, En oui, fait, bien sûr, oui. toutes les phrases tirées de ces De gens-là, ces gens-là, oui. ils ne se basent que sur le modèle Ah oui, que sur le modèle révolutionnaire. révolutionnaire français, oui. C'est incroyable. Lequel inspire toujours les deux tiers des chambres des députés qu'on a depuis cette époque. Et ouais, donc aujourd'hui, on fait passer les gens contre-révolutionnaires pour des fachos, quoi. Enfin, c'est incroyable. Alors que c'est nous qui... Oui, qui avons mis le premier alerté contre le jacobinisme et contre le fascisme. Ouais, bah, il y aurait tant à dire. Il y aurait tant à dire. Bon, on fait l'introduction là-dessus. On en reparlera une prochaine fois de tout ça parce que il y a des choses à éclaircir. D'ailleurs, moi, une de mes grandes questions, c'est est-ce que la France de cette époque-là, disons d'ancien régime, n'a pas donné le bâton pour se faire battre? Et si on en est arrivé là, c'est quand même en partie à cause de gens, en tout cas de gens de l'aristocratie, qui avaient, Oui, il est certain que disons, pour une part, comment dirais-je, les têtes folles de l'aristocratie française ont donné à fond dans le premier mouvement de la Révolution. Et c'est les frères Lamette, enfin tous ces personnages-là ont eu un rôle détestable et déplorable avec Duport et le comité des 30. ça je ne connais pas du tout. Ça. Oui, oui, c'est la base de l'agitation révolutionnaire à ses débuts. Et après, elle s'est enclenchée comme un mécanisme non contrôlable. C'est ce qui ressort de la lecture de mon bouquin, et qui s'auto-agit selon des principes psychologiques définis par l'historien, le nom qui est mort à la guerre de 14. Donc j'explique les mécanismes de la pensée révolutionnaire dans le livre. Excusez-moi. Non, pas de souci. Oui, c'est pour ça qu'il faut que ça soit préparé, notre affaire. Oui, bon là Mais, on le fait non, comme mais, ça. non, mais, oui, là, comme ça, mais il faut que j'ai les, parce que j'ai les noms sur un papier des sujets qu'on ne va pas Oh entendre bon, parler. on le sous-titrera, on le mettra. Augustin Cochin, Et voilà. le nom que je cherchais. Donc c'est à peu près quelle année ça Augustin Cochin, il est mort au début de la guerre de Oui, 14. mais les premières agitations, disons, révolutionnaires. Oh, ben, les premières agitations révolutionnaires, elles commencent, elles ne sont que des agitations qui ne sont pas prises en compte par les idéologues des Lumières. Elles commencent l'année d'avant. C'est-à-dire que vous avez les premiers, en 88, vous avez un début d'un peu d'agitation en France, comme il y en a toujours eu périodiquement, soit contre les impôts de la gabelle et autres, soit dans les milieux protestants, enfin soit dans différents groupes sociaux, féodaux même. C'est toujours été un pays assez instable. Il a fallu l'autorité de la famille royale, des familles royales qui se sont succédées pour éviter que tout ça n'éclate. Ouais. Et alors après, oui, c'est le mécanisme révolutionnaire. C'est mis en place. Bon, il y avait l'idéologie. Les idées des Lumières aussi avaient fait leur chemin. Ah ben oui, c'est sûr que c'est grâce aux idéologies des Lumières, mais à l'époque, si vous voulez, là j'ai pas insisté là-dessus dans mon bouquin, mais si j'avais eu à le continuer et à reprendre le sujet, il y a tout un nombre de gens qui sont complètement ignorés maintenant, mais qui à l'époque ont vu le danger. Mais malheureusement, notre brave Louis XVI, lui, ne l'a pas compris. Il a compris, mais trop tard. Mais vous avez des personnages comme Fréron, dont Voltaire se moque. C'est les gens qui avaient parfaitement pigé où ça allait nous mener. Et c'est malheureux que justement il n'y ait pas eu de recherche historique sur les travaux faits par ces personnages-là et leur combat contre
les idées des prétendus Lumière, parce qu'on ne voit pas tellement en quoi ils brillent. Bah, à l'époque, c'est vrai que nous, quand on était gamin, on étudiait ça au lycée. Ah oui, on vous ingurgite dans la tête, c'est des Lumières, c'est des Lumières, donc c'est Ouais, brillant. oui, mais ça Ah, dépendait de quel prof, parce qu'il y avait quand même des ah oui, il y profs. avait des profs qui marchaient à reculons pour vous l'expliquer. Ouais, alors moi j'étais au lycée de l'accueil des Yvelines, hein, pour pas le nommer. Donc le lycée Jean Monnet, le lycée de l'Europe. Mais dans ce lycée, il y avait bon, des profs de philo, des profs de littérature qui étaient très pro-républicains maintenant, avec le recul, je peux le dire. Mais il y en avait aussi Oui, oui, qui avaient une tendance à vouloir nous faire réfléchir aussi sur ce que oui, voulaient dire les mots. oui, mais comme si vous voulez, ils étaient bridés intellectuellement, ils ne pouvaient pas s'afficher ouvertement en disant que ce sont des idées fausses. Ouais. Alors qu'il y en a certains, quand même sur Rousseau, qui l'accusent, des professeurs, moi dans ma jeunesse c'était pareil, qui l'accusaient de paradoxe permanent. Oui, et puis oui, oui, il y a un côté. Oui, bah, tout est paradoxal quand Et c'est alors que Rousseau. le gars fait des enfants partout et Oui, oui, il s'en oui. occupe pas. Oui, 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 oui. Et il écrit un bouquin entier, Les 1000, sur l'éducation des enfants. Ouais, ah, il y a ça, ouais. Ah oui, oui. Donc c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. Ah oui, oui, il a écrit Les 1000, c'est l'art d'éduquer les enfants par un homme qui ne s'est jamais occupé des siens. Il y a un côté fascinant quand même dans cet esprit républicain Oui, mais c'est un esprit du, destructeur. du 18e siècle. Ouais, c'est. En fait, On a envie ça, d'être pour, mais il y a un truc au final qui. C'est quand même c'est-à-dire la que si vous destruction. voulez, c'est le début du nihilisme, Ouais. Et c'est quand même le début destructif du nihilisme qui nous engendré par le libéralisme. et quand on est gamin, alors moi je prends mon exemple, hein, mais je pense que tous ceux qu'on revirait après par la suite, c'est que moi je me retrouvais pas dans ces idées des Lumières, dans cette idée de République, principalement pour cette raison-là, c'est que le christianisme était à combattre. C'est-à-dire que c'était moi qui avais fait mon catéchisme, qui est d'éducation, une éducation religieuse reçue de la part de mes grands-parents, qui étaient des gens tout à fait pieux et pacifiques pour parler dans le langage moderne. Il n'y avait aucune once de violence dans leurs propos. Je me suis fait insulter en lisant ces choses dans ces manuels scolaires qui disaient que le catholicisme c'était Oui, oui, l'obscurantisme mhm. et ça m'a choqué. Et là, en fait, à cette époque-là, j'ai choisi mon camp. Ah oui, Et déjà à ce moment-là. au lycée, ouais, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Et c'est pour ça que j'étais au fond de moi très malheureux. Parce que je me disais, comment adhérer à ces idées républicaines alors qu'en fait, elles sont en défaveur de ma famille. Oui. C'est compliqué. Mais bon. Alors moi j'ai eu la chance dans l'enseignement privé et de l'ordre des oratoires d'avoir comme professeur de philo un jeune maurassien, l'abbé Georges de Nantes, qui a beaucoup fait parler de lui au début du concile de Vatican II, en prenant au début la tête intellectuelle de la protestation dans l'Église catholique. Et évidemment, ça, ça a relié avec mes idées des nécessités de l'ordre dans les sociétés, mon profond patriotisme anti-allemand, parce que j'avais vécu toute la guerre, un tout petit enfant à 4 ans, à la comprendre même. Et alors tout ça a failli me faire sombrer dans le gaullisme. Ben oui, parce qu'à l'époque, si vous voulez, celui qui a, comment dirais-je, dévoyé le patriotisme et le nationalisme qui avait comment était la réaction saine du peuple français avec le maréchal Pétain, mais l'obligation de subir l'ennemi qui commandait tout, a fait que le patriotisme français en 1945 a été dévoyé totalement par De Gaulle
et son équipe qui était souvent constituée de taupes. Ça, je peux en parler longuement. Ouais. Bon, on va s'arrêter là pour cette première partie. Et puis Oui, on reprendra, on refera une seconde partie une prochaine fois pour ceux que ça intéresse. Non, non, c'est super. Moi, par contre, juste pour finir, je me demande si aujourd'hui, même les jeunes nationaux, euh, je me prends en compte dans ce groupe-là. Est-ce on n'est pas devenus, nous aussi, nihilistes? Est-ce que le système nous a pas... En tout cas, moi, je vois ça de cette façon-là. Est-ce que aujourd'hui, on n'est pas un collabo quand on passe son bac? Moi, j'en suis à me poser des questions comme ça. Est-ce que faire aujourd'hui, être dans le système, quand on fait du commerce, est-ce qu'on n'a pas un pied, disons, c'est-à-dire qu'on est pris devant la nécessité de vivre, hein. bah, il y a ça. Et puis, surtout les obligations qui en résultent, et c'est en payer des masses d'impôts considérables qui vous obligent à marner en permanence. Dès que vous avez une fonction sociale un peu visible, Ouais. donc tout ça est complètement truqué. Ouais, vous savez, moi, je suis fier de pas avoir eu mon bac, moi. Oh, bah oui, c'est pas un problème. Bah, j'aurais voulu l'avoir, mais j'ai pas pu. J'avais trop de lacunes au niveau littérature. On me faisait lire des choses que j'avais pas envie de lire, en fait. Oui, c'est-à-dire que si vous étiez déjà mis en état comment, d'opposition intellectuelle, il est évident que ça commence maintenant. Dès qu'à partir de la seconde, on est dans un milieu, comment dirais-je, un milieu du politiquement correct, avec toutes les pressions qu'il peut exercer par les médias, il est évident qu'on se trouve devant, comment dirais-je, des difficultés à ce niveau-là considérables. Ouais. Moi, ça a été le cas de mon troisième fils, Ah ouais? oui, celui à qui est propriétaire de la maison. Oui. Enfin, après, il a bien réagi, mais enfin, au début, pour lui, ça a été catastrophique de vivre Ouais. dans cette ambiance. Bon, je vais couper, monsieur Nicolas. Merci pour cet entretien, en tout cas. Et puis, Volontiers. on refera ça très prochainement. Oui, c'est. Il me reste 10 secondes de vidéo, donc je coupe là. Allez, à bientôt.